Petit lapin. Le Canada s'apprête à publier sa première stratégie de sécurité nationale, sa première depuis 2004. Et là, il y a des experts comme notre invité Justin Massy. Justin Massy, il est professeur titulaire de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Il est co-directeur du réseau d'analyse stratégique. Il dit bien, on devrait considérer notre plus vieil allié, les États-Unis, comme étant quasiment un pays ennemi, en tout cas comme étant une menace pour la sécurité intérieure du Canada et du Québec. Il est avec nous. Justin Massy, bonjour. Bonjour. Ça fait quasiment mal à dire, là. Je veux dire, les États-Unis, bon Dieu, c'est nos voisins, c'était nos meilleurs voisins. Ils nous protégeaient, on était à côté d'eux, on les aimait, on allait les visiter régulièrement. Et là, il faudrait dire que c'est une menace à la sécurité intérieure du Canada. Est-ce que c'est un peu aller trop loin ou effectivement c'est ça? Ben, c'était difficile, pas juste à dire, c'était difficile pour moi de l'écrire même Oui. quand j'écrivais cette chronique, parce qu'effectivement, ça remet en question des décennies de collaboration. Mais après ça, il y a un certain degré de naïveté qu'on ne peut pas aller trop au-delà. Quand on regarde le comportement des États-Unis maintenant sur la scène internationale et qu'ils veulent annexer de force un territoire allié, le Danemark, c'est un allié du Canada, depuis la fondation de l'OTAN dans les années 40, et qui veut même pas collaborer avec eux, coopérer pour arriver à un accord négocié pour augmenter la sécurité du Groenland, ça c'est pourquoi on serait tous d'accord, mais qui veut carrément l'annexer pour prendre ses ressources, et qu'il déclare aussi dans les États-Unis, dans leur dernière stratégie là, de sécurité nationale, leur date de novembre dernier, ben, il déclarait qu'il voulait que la plus grande menace en Europe, c'était pas la Russie qui envahit ses voisins, c'est les pays démocratiques qui tentent de limiter la montée de l'extrême droite dans leur pays et l'immigration. Donc, et ils disent, on va soutenir les mouvements en Europe qui ont la même idéologie que nous. Alors, quand on fait face à tout ça, je pense qu'on doit constater que les États-Unis ne sont plus, sous Donald Trump, le même pays auquel on était habitué de vivre avec et qui pourrait tout à fait lorgner vers le territoire canadien après s'en être attaqué à celui du Danemark. Ce qui est bizarre avec les États-Unis, c'est qu'habituellement, les politiques là, de tarifs douaniers, on utilise ça pour des raisons économiques, pour aider l'économie de notre pays. Lui, il utilise ça pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour punir les pays qui ne sont pas d'accord avec la politique extérieure des États-Unis. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec nous? Tiens, on va vous imposer des tarifs douaniers, quels que soient les impacts sur notre économie à l'interne. Ça, c'est assez particulier. Et c'est même par rapport à ces sortes d'humeurs. Les tarifs douaniers que les États-Unis ont imposés à l'Inde, là, c'est parce que le premier ministre Modi de l'Inde veut pas reconnaître que Donald Trump mériterait un prix Nobel de la paix pour avoir soi-disant amené une paix entre l'Inde et le Pakistan. Donc, puisqu'il voulait pas le reconnaître publiquement, ben, il lui a imposé 50% de tarifs. Donc, on est loin là, d'une logique commerciale, économique pour faire face à des menaces, par exemple. Et pourquoi il peut se permettre de faire ça? C'est parce que normalement, on devrait passer par le Congrès pour avoir l'appui des législateurs américains, mais il les tasse complètement et le Congrès ne semble pas vouloir recourir au pouvoir que la Constitution lui confère. Et c'est le président seul qui, comme ça, au gré de ses humeurs, déclare des tarifs contre les autres pays. Et le Canada, bien sûr, on a été épargné entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de biens qui sont toujours sous notre accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais là, on a la possibilité c'est-à-dire le gouvernement Carney étudie la possibilité d'envoyer des soldats canadiens au Groenland pour faire partie de cette mission de l'Europe. Ben, il est fort à parier que si on envoie effectivement des troupes militaires là-bas pour assurer leur protection, que les États-Unis imposent de nouveaux tarifs contre le Canada, parce que c'est ce qu'ils ont déclaré contre une série de pays européens qui ont envoyé des troupes au Groenland. On s'est déjà tenu debout contre l'Empire américain là, lorsqu'ils ont envahi l'Irak au lendemain des attaques du 11 septembre. M. Chrétien a dit non, on n'embarque pas dans votre affaire, on n'y croit pas, on ne trouve pas que c'est vraiment nécessaire. Et tout comme la France, on s'est tenu debout. Donc, on le fait une fois, on est capable de le faire aujourd'hui, maintenant aussi, là. On est loin de la même situation. On a dit non aux États-Unis, mais on leur a souhaité bonne chance. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit on souhaite que Saddam Hussein résiste aux Américains, puis on va aller aider l'Irak là, contre l'intervention militaire des États-Unis. On ne s'est pas opposé à leur intervention militaire. Mais à l'époque, ils avaient dans leur visée un régime dictatorial qui opprimait sa population. C'est pas le cas du Groenland.
c'est pas une question de libérer le peuple groenlandais face à une occupation chinoise ou russe, là. Les Groenlandais, le Danemark et l'OTAN en général reconnaissent que, oui, il faut en faire plus pour augmenter la sécurité du Groenland, mais il n'y a pas présentement de menace russe et chinoise qui s'en vont s'accaparer ces terres-là. Au contraire, les États-Unis avaient à leur disposition une base militaire auquel ils peuvent augmenter leurs troupes, ce qu'ils n'ont pas fait dans la dernière année, tellement ils n'ont pas vu que la menace était si importante. Pendant la guerre froide, ils avaient 15 000 soldats déployés au Groenland. Aujourd'hui, ils en ont à peu près 200. Donc, clairement, ils n'ont pas le même intérêt de sécurité qu'à l'époque. Et s'ils voulaient, réellement, ils pourraient le faire parce que les Groenlandais disent, bien sûr, on est prêt à accueillir davantage de militaires américains, on est prêt à empêcher les investissements chinois dans notre secteur minier et attirer les investisseurs américains. Mais ils veulent rester indépendants. Ils ne veulent pas être annexés contre leur consentement dans les États-Unis. Est-ce que c'est une mauvaise période à passer? C'est-à-dire, on se rentre la tête dans les épaules, puis on attend pendant 3 ans, puis dans 3 ans, les États-Unis vont redevenir un pays normal parce qu'ils vont se débarrasser de Trump, puis on va revenir à ce que les États-Unis étaient avant Trump, selon vous? Bien, premièrement, on ne sait pas qui sera président en 2028. Ça pourrait être tout à fait J.D. Vance, qui, comme républicain, pourrait porter le flambeau et avoir un autre 8 ans de possiblement la même idéologie, parce que quand je vous parlais de la position américaine vis-à-vis de l'Europe et les forces d'extrême droite, et le fait que la Russie, c'est pas vraiment une menace pour les États-Unis, bien ça, c'est une idéologie partagée par J.D. Vance. Elle n'est pas propre à Donald Trump. Et Donald Trump a réussi à créer tout un mouvement qui le dépasse. On parle de dizaines de millions d'Américains qui soutiennent beaucoup de ses politiques. Peut-être pas celle d'annexion du territoire groenlandais, mais s'il réussit à le faire, l'impact que ça aura, c'est carrément, potentiellement, la destruction de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Parce que les pays de l'OTAN, l'idée de l'OTAN, c'est que les États-Unis vont protéger l'Europe contre une agression. Si c'est les États-Unis qui sont l'agresseur, il n'y aura plus de sentiment de solidarité, de confiance mutuelle dans cette alliance-là, et elle pourrait tout à fait mourir avant l'arrivée d'un nouveau président en 2028, qu'il soit républicain ou démocrate. Donc non, je pense attendre et rien faire pour espérer que tout ira bien serait une mauvaise situation, une mauvaise décision. D'autant plus que ce qu'on doit faire, à mon avis, c'est plutôt donner aucun prétexte aux États-Unis de dire au Canada que nous, on n'est pas capable de nous protéger en Arctique, sur notre territoire. Au contraire, on aurait dû investir dans la défense bien avant l'année dernière, ou cette année, je devrais dire en cours, pour enlever cette impression que le Canada n'en fait pas assez, puis que les États-Unis vont venir le faire à notre place. Vont venir nous aider, entre guillemets, mais ils risquent de ne pas partir une fois qu'on les a invités sur notre territoire. Écoutez, PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ, pourfendu Mark Carney parce qu'il est allé en Chine faire des affaires avec le gouvernement chinois, puis il a dit, mais non, voyons donc, nos alliés naturels, ce sont les Américains. Vous en pensez quoi? Ben, si on dit qu'on va juste commercer avec les pays avec lesquels on partage les mêmes valeurs, il reste plus beaucoup de pays parce que les États-Unis, on partage plus les mêmes valeurs, carrément. Avec la façon qu'ils font sur leur territoire avec ICE, notamment, là, ce qu'on voit récemment, que ce soit évidemment sur la tentative d'annexion, de violation du droit international, ben, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de commercer avec les États-Unis? Évidemment, dans la relation avec la Chine, il faut avoir les yeux ouverts. On ne va pas se mettre à commercer sur l'intelligence artificielle, la sécurité nationale, aux armements. C'est pas ça dont il est question. Mais acheter une voiture électrique, si c'est si dangereux que ça, comment ça se fait qu'on accepte que nos iPhones, qu'on a tous dans les poches, sont faits en Chine? Mais que les voitures, ça serait un niveau de sécurité nationale trop important pour accepter qu'on conduise une voiture faite en Chine, mais nos téléphones, ça va. Je pense qu'il faut être réaliste, même chose pour les vêtements ou d'autres commodités. Il y a des choses, je pense, avec lesquelles on peut faire affaire avec la Chine, et d'autres, quand c'est trop sensible, là, sur la sécurité nationale notamment, qu'il ne faudrait pas faire avec eux. Bref, le monde a changé, puis il faut se mettre les yeux devant les trous, comme on dit, là, puis en tirer les conclusions qui s'imposent, c'est-à-dire que ce n'est plus un pays ami, les États-Unis, puis il va falloir agir comme tel. Très intéressant, votre lettre que vous avez fait publier dans la presse. Justin Massy, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.